Oh, génial. Coucou Caro. Bonjour, comment tu vas, ma belle Lucie? Écoute, je vais être sincère avec toi. La nuit fut courte, mais enfin, je suis tellement contente d'être avec toi. Et je sais que tu vas nous partager juste des pépites. C'est vraiment sincère. Donc heureuse que les gens t'écoutent et que vous partagiez ensuite ce témoignage parce que voilà, je me tais et je te Merci. laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent pas la pépite que tu es. Donc je te laisse. Tu mets la barre, tu vois, c'est pas du tout impressionnant, tu vois, genre la pépite. Bon, ben merci déjà, j'aime beaucoup, j'apprécie, ça fait du bien. Je sais pas si je serai à la hauteur pour Oh, mais avec tous ces jolis mots, mais écoute, je vais essayer. mais, c'est même pas la peine si tu veux moi d'introduire ça puisque on va t'entendre et tu vas nous partager et les gens vont juste être en mode onomatopée. Waouh, c'est ce que tu m'as fait quand tu m'as partagé ton histoire, mais je pense que la bouche ouverte, je l'ai gardée pendant pas mal de temps, je crois. Tu vois, donc allez. Bah, tant mieux, merci. Alors, qui je suis? Bah, je suis Caroline, Caroline de Rumini, je suis psychoanalyste clinicienne. J'ai trois spécialités, ce qui veut dire des outils thérapeutiques. Donc, hypnoseéricksonienne, PNL et psychogénéalogie. Les outils thérapeutiques nous donnent pas la possibilité d'avoir un titre hypnothérapeute ou psychogénéalogiste ou PNListe, ça n'existe pas. Quand on met sur un cabinet ces mots-là, généralement, ce qui est bien, c'est d'avoir, on va dire, une assise derrière, une assise professionnelle en psychologie pour accompagner les personnes par rapport au fait qu'on va rencontrer l'humain et on va rencontrer l'humain avec toutes ses particularités et ses singularités. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'humain. Et c'est très, très important de spécifier justement que les outils thérapeutiques ne donnent pas une fonction, mais plus une boîte à outils, quoi. Où, OK, je rencontre le patient, je sens qu'il a besoin de ça, je vais utiliser cet outil thérapeutique-là à travers le cheminement de thérapeutique, de travail, d'introspection, ou selon ce que la personne est venue chercher, tout simplement. Je ne sais pas Merci si je beaucoup. suis assez claire, c'est OK? Mais oui, bien sûr que c'est OK. Maintenant, Et la alors, pour moi. me présenter, écoute, ça fait 23 ans que je bosse, même 24, ça ne nous rajeunit pas, mais j'ai eu mon anniversaire samedi, j'ai eu 41 ans et je bosse depuis mes 17 ans, donc c'est ça, 24 ans que je Wow. travaille dans le social, dans l'accompagnement, dans l'aide à la personne. J'ai commencé en tant qu'auxiliaire de vie, après AMP, donc aide médico-psychologique. J'ai fait aussi, entre-temps, auxiliaire de vie et, comment on appelle ça, jeune fille au père. Et AMP, après EduxP, et après cadre socio-éducatif et reconversion. Alors, pas reconversion, je vais dire évolution professionnelle. Et je me suis remise à mes études de psycho. Donc, toi, ton thème, c'est comment c'était pour toi à l'école. Donc, Exactement. dis-moi un peu par où je commence. Bah justement, une des questions phares, je débute l'entretien par comment c'était à l'école pour toi, Macaro. Comment c'était à l'école pour moi? Alors, je pense que ça a été parce que tu m'as dit de rien préparer. Donc, j'ai réfléchi évidemment à la question, puisque du coup, c'était ton thème d'interview que tu fais tout le temps. Mais du coup, à réfléchir sans avoir préparé, c'est qu'il va y avoir, je vais dire, trois gros stades. Il y a vraiment le côté enfance, où j'ai répondu à une commande parentale très importante et puissante qui est il faut réussir, tu n'as pas le droit de faire un CAP. Parce que du coup, les CAP, c'est pour les personnes qui vont avoir du mal au niveau scolaire. Nous, dans la famille, on n'a pas de mal au niveau scolaire. Donc, tu te dois d'aller jusqu'au bac et d'avoir le bac. Donc, il y a ce côté assez commun de faut être la meilleure, faut être bonne pour appartenir à cette famille. Ce qui n'est pas toujours évident, mais quand on est enfant, on ne se pose pas la question, on va un petit peu dans ce côté un peu aussi où tu as la théorie de l'attachement, on parlerait en tant que psychologie, dans le sens où
pour plaire, pour séduire, pour appartenir, pour que du coup tes parents t'aiment, te nourrissent, donc de nourriture affective et de nourriture en te donnant à manger, tu vas devoir être dans cet accomplissement-là pour répondre. Donc, bonne petite fille, j'ai même sauté une classe, hein. Yes. Donc, la fierté, hein. Mais mes frères et sœurs aussi ont sauté une classe. Donc, la fierté, tu vois, on appartient à une famille qui répond à cette commande. Donc, fallait, en plus, j'étais dans une famille où il fallait que ça file droit. C'est que si je ramenais un 16, bah, pourquoi tu n'as pas eu 18, quoi. D'accord. Donc, voilà, il fallait que ça file droit. Donc, j'ai filé droit jusqu'en troisième. J'ai filé très droit. Et puis après, je me suis tordue. Après, donc là, le premier stade, on va dire enfance, où j'ai répondu à quelque chose pour appartenir. Et puis, le côté environnemental, c'est important de le signaler au niveau de l'éducation, au niveau, on va dire, contexte parental, sans rentrer dans les détails parce que ça m'appartient et c'est voilà, ma famille, la vie de ma famille. Mais il y a eu un moment donné où il a fallu que je coupe pour être dans un instinct de survie, je dirais, où je me suis dit, mon Dieu, c'est pas ce que je souhaite. C'est quelque chose qui va être de l'ordre comment dire, de la non-maîtrise de moi-même, dans le sens où on m'injecte, tu vois, le côté injonction fondamentale et ce côté où on est régi par un côté très patriarcal. Et l'adolescente que j'étais n'a pas voulu continuer là-dedans et a voulu s'opposer à toute cette représentation, cette image familiale. Et j'ai voulu, du coup, je me suis orientée. Alors, attends, comment ça s'est passé? Donc, j'ai eu mon brevet. J'avais même pas besoin de le passer. Je l'avais déjà d'office avec ma moyenne, tu vois. Alors qu'en seconde, mon premier trimestre, j'ai eu 9 de moyenne en seconde. Okay. C'était lamentable. Alors qu'en troisième, j'avais 16,75, quoi. Parce que du coup, j'avais mon bac, j'avais mon brevet sans l'avoir passé, donc il fallait avoir plus de 16 à l'époque. Je voulais faire vétérinaire, ça c'est important aussi à le spécifier, c'est que je voulais faire vétérinaire et que c'est pour ça qu'il fallait que je sois dans l'élite aussi pour être vétérinaire parce que c'est des grandes écoles. Et du coup, en seconde, j'ai déménagé. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut aller aussi. En fait, j'ai eu une scission ici au niveau du déménagement. Mes parents, on est partis de là où on habitait, on est venu dans les montagnes. Donc, j'ai perdu, on va dire, tout le côté de mes amis primaires, collège. Et du coup, fallait tout que je recommence. Donc, j'étais inconnue dans une autre région, dans un autre département. Et eh bien, j'ai eu d'autres potes. Et des potes qui n'étaient pas, à l'époque, on disait fréquentables, okay. Mais que c'était tellement fun. Et j'ai compris ce qu'était la vie, en fait. Mais la vie dans le sens où j'ai un peu clashé tout ce qu'il fallait en tant que bonne petite fille. Et j'ai vécu, j'ai profité. J'ai rencontré des personnes très intéressantes, mais très mal aussi dans leur peau. Ce que je disais à Céline qui m'a interviewée aussi sur une question par rapport à mon livre que j'ai sorti, où je disais que c'était des personnes qui étaient on était en recherche de sens, en fait, de sens de vie. À quoi ça sert la vie, pourquoi on nous a fait là et qu'est-ce qu'on a à foutre ici et à quoi ça sert de travailler, de faire des maths, de l'histoire, de la géographie, des sciences nat. Ce côté où on nous a dit qu'il fallait apprendre, ok, mais apprendre pourquoi? Et en fait, plus rien ne me parlait. Et puis, je rencontrais des personnes qui, du coup, avaient 1 an de plus que moi parce que j'avais 14 ans, mais j'étais en seconde parce que j'avais sauté une classe. Donc, c'était des grands. Enfin, à cet âge-là, la différence d'âge se voit énormément. Et du coup, voilà, moi, je pétais tout. Alors, pas physiquement, hein, mais je pétais un peu les codes de la maison parce que je ne répondais plus à ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait être. Et du coup, j'ai fait ma seconde tant bien que mal, très moyenne, en profitant et en découvrant la vie d'une ado et la vie tout court, le monde en fait, et en essayant de sauver les meubles au niveau quand même scolaire parce que je n'étais pas mauvaise.
Ensuite, j'étais en première. Et là, en première, la dérive encore plus, avec toujours ce groupe de personnes qui étaient fort intéressantes et enrichissantes dans l'école de la vie, mais pas forcément dans l'école des apprentissages, tu vois. Et du coup, j'ai redoublé ma première que j'ai fait en économie sociale et famille. Non, c'était quoi? ES, économique et éco-sociaux, c'était ça? C'était ça, hein. Tout à fait. Donc ça, je l'ai redoublé. Donc j'avais l'âge qu'il fallait à ce moment-là. Et j'avais un chéri, donc du coup j'ai eu un chéri de ma seconde à ma terminale, j'ai eu le même chéri. Et du coup lui, à sa seconde première, puisque lui il avait redoublé sa troisième, il avait redoublé sa première, il s'était fait émanciper, il vivait tout seul dans un appart. Et du coup je suis partie en terminale vivre avec lui. Donc là t'imagines un peu. Donc là, j'ai coupé avec ma famille qui, elle, a redéménagé. Donc mes parents ont redéménagé à cause du boulot de mon père. Ils ont déménagé au Mans, donc très très loin, puisqu'on était à plus de 14 heures de voiture. Et ils m'ont laissé, du coup, là où j'habitais, là où je suis, à Briançon. Bon, après, j'ai fait pas mal de. J'ai bourlingué, mais je suis revenue là dans mes montagnes tranquillement, parce que on y vit sainement, je dirais. Quand à l'époque, je vivais pas très sainement dans les montagnes, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, je suis partie vivre avec mon chéri qui s'était fait émanciper, qui avait le même âge que moi. Et voilà, donc je travaillais pour payer mon appart. J'étais serveuse et je faisais des extras de ménage dans les grands hôtels. Et puis je payais mon appart et j'allais à l'école. En fait, je faisais le service entre midi et 2 et je retournais au lycée à 2 heures, dans un sacré état quand même. Et puis, quand tu habites toute seule, tu ne te couches pas à 22h30 ni 23h, tu n'étudies plus. Donc, ma terminale a été chaotique et je n'ai pas eu mon bac. Ok. Voilà, donc là, c'était vraiment, on va dire, le deuxième stade. Tu vois, l'enfance où j'étais vraiment bien, on répond bien comme il faut et t'es une belle petite fille. L'adolescence où là, ça a pété et j'ai dit, bah non, en fait, on me moule pas et on fera pas ce que vous voulez de moi, je vais faire ce que je veux de moi-même. Et ensuite, en fait, donc j'ai pas eu mon bac, j'ai été embauchée. Donc l'année d'après, il était hors de question que je continue le lycée parce que j'habitais toute seule et que je me disais, mais à quoi bon retourner dans un lycée alors que je gagne des sous et que mine de rien, c'est plus facile de gagner des sous plutôt que de se dire je vais aller continuer à faire ma terminale et en chier à côté à gagner des sous. Donc je me suis dit, je sais bosser. Pour moi, ça, pour le coup, je suis pas une feignante. Je sais bosser, donc je vais y aller. Donc j'ai postulé sur des postes d'aide éducatrice à l'époque parce que j'étais pas diplômée, j'avais rien, j'avais 17 ans. Et j'ai été embauchée, à l'époque, on appelle ça des emplois jeunes. Et c'était pour ceux justement qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient entre 17 et 25 ans, un truc comme ça. Maintenant, ça n'existe plus, je crois pas. Il y a d'autres Il y a d'autres, ouais, voilà, il y a d'autres dispositifs, mais c'est plus ça. Mhm. Et j'étais embauchée en tant qu'aide-éduc dans la prévention. Donc, j'avais les 11-14, alors que moi, j'avais 17 ans. Et je m'occupais d'un centre, un CCPD, un centre culturel de prévention contre la délinquance, un truc de communauté de communes. Et j'ai travaillé pendant 6 mois là-dedans. Ensuite, j'ai arrêté et j'ai été jeune fille au pair, donc auxiliaire de vie jeune fille au pair, avec une personne qui habite dans les montagnes, une orthophoniste qui s'appelle Isilde, que je vois toujours aujourd'hui, que j'estime énormément et qui, je lui dis, et elle le sait, grâce à elle, je pense, j'ai repris en fait les études, le chemin en tout cas, puisque du coup, quand j'étais auxiliaire de vie chez elle, elle était enceinte et elle avait son petit d'1 an et demi et je devais m'occuper de son petit d'1 an et demi pendant qu'elle était enceinte parce que c'était pas évident voilà, d'être jeune maman. Elle avait 30 et quelques à l'époque, 32, 33. Et elle me disait, mais Caroline, tu peux pas en fait arrêter tes études, tu es quelqu'un de brillant, tu es quelqu'un d'intelligent, tu bosses bien, il faut que tu reprennes en fait tes études, il faut que tu crois en toi, il faut que tu aies une estime de toi. Et moi, tout ça, pendant l'adolescence, avec une famille que j'avais eue, parce que c'est pas pour rien non plus que tu coupes tout et que tu pètes les plombs, hein, c'est qu'il y a quelque chose de lourd derrière. Et du coup, j'avais confiance en moi à zéro, je pense, ou
allez, un ou deux. Estime de soi, râler pas crête aussi. Et en fait, Isilde m'a beaucoup accompagnée là-dedans. Bernadette aussi, j'aime bien la citer. Bernadette, c'est elle qui m'a embauchée en tant que serveuse quand j'étais en terminale et qui me disait, enfin voilà, elle m'a récupérée dans des sales états pour aller bosser. Et elle me disait, non mais là, dans cet état-là, tu bosses pas, tu rentres chez toi. Par contre, tu travailles double demain. Enfin voilà, c'est des personnes qui m'ont appris en fait la vie et qui ont été très maternantes et enveloppantes pour moi. Et du coup, Isilde, elle me dit non, non, faut que tu arrêtes avec tes relations de copain-copine un peu à la con. Tu en as bien profité. Maintenant, voilà, faut que tu crois en toi et tu peux. Moi, je suis orthophoniste, je te file mes cours de psycho parce qu'elle m'avait filé, je me rappelle très bien, ces cours sur le développement de l'enfant. J'avais trouvé ça passionnant. Je m'étais dit, mais oui, génial, quoi. Donc, pour moi, la carrière de vétérinaire, c'était mort, hein, de toute manière. Et puis, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Et j'ai regardé ce que je pouvais faire comme études sans le bac, parce que je n'avais pas le bac. J'avais mon brevet. Et là, du coup, il y avait aide médico-psychologique, donc AMP. Aujourd'hui, ça s'appelle AES. Depuis 2 ou 3 ans, ça a modifié au niveau des appellations. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, il y avait un concours d'entrée quand même, donc écrit et oral, tu passes devant un jury. Et puis, étant donné que je n'avais pas d'argent et que mes parents n'avaient pas la possibilité ou pas envie, ça c'est autre chose, de payer mes études, et bien du coup, il fallait que je travaille. Donc, j'ai trouvé un contrat d'apprentissage, ça s'appelait aussi à l'époque. Contrat d'apprentissage, c'est qu'il fallait que tu trouves une entreprise qui veuille bien te payer pour aller à l'école, mais pas pendant un an. En fait, pendant un an, normalement, la formation d'AMP durait 9 mois, donc une année scolaire. Sauf que du coup, quand tu es en contrat d'apprentissage, ça dure 2 ans, parce que du coup, tu es obligé d'aller bosser en même temps que d'aller à l'école. Donc, au lieu de faire 9 mois, j'ai fait 2 ans d'école où je travaillais 3 jours et j'avais 2 jours d'école. Donc, la semaine, c'était travail 3 jours dans un canton. Donc, c'était comme un hôpital psychiatrique pour démence sénile. Hein. C'est le côté hôpital psychiatrique, mais pour personnes âgées. Donc, j'ai commencé à 19 ans, comme ça, où j'étais AMP en études. Et je suis sortie major de ma promo. Wow. Donc, j'ai été très contente. Et du coup, étant donné que j'ai compris à ce moment-là à quoi servaient les études, à quoi servait qu'on t'apprenne l'histoire, qu'on te fasse apprendre la géo, qu'on te fasse apprendre les sciences nat, qu'on te fasse apprendre des choses qui pour toi, en fait, quand tu as 14, 15, 16 ans et peut-être même avant, en fait, ne prennent pas de sens parce que tu apprends bêtement en mode on t'ingurgite, on te dit il faut apprendre par cœur, tu apprends par cœur, ok. Et je trouve ça, je vais même dire lamentable, qu'on ne t'explique pas à quoi ça va te servir parce que les maths, les logarithmes népériens exponentiels, mais c'est du chinois. À quoi ça te sert? Mais en fait, ça te sert à avoir une logique dans la vie. En fait, c'est ça, l'histoire, tu vois, moi qui travaille avec la psychogénéalogie aujourd'hui, Ouais, l'histoire, mais j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que c'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre pays, et de notre monde, de notre culture, de nos religions. C'est de la culture générale. Mais ça, quand tu as 14 ans, en fait, on te dit d'apprendre par cœur. Et soit tu étais un bon petit mouton, soit tu dis, mais non, merde, fuck. Et pourquoi j'apprendrai par cœur ton truc alors que j'en comprends pas le sens? À quoi ça va me servir demain? J'ai pas envie de faire prof d'histoire. J'ai pas envie de faire prof de physique, chimie. À quoi ça me sert, tu vois? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que quand tu remets du sens et de l'importance, moi qui ai une grande qui a 25 ans aujourd'hui, donc c'est pas la mienne, hein, je l'ai recueillie parce que tu connais l'histoire, hein, sa maman est décédée et du coup à 28 ans, je l'ai prise à la maison alors qu'elle en avait 11, donc en fait je l'ai accompagnée pendant tout son collège, pendant tout son lycée, donc ça a été pour moi très intéressant aussi d'avoir ce retour-là, tu vois, dans le sens où moi j'ai souhaité lui dire tout ce que tu vas apprendre là, c'est juste pour avoir que tu n'as pas envie de faire prof de chimie, mais le fait d'avoir cette... c'est bon là? Ouais, c'est revenu. Ouais. Le fait d'avoir juste un sens dans... à la fin, ça t'amène une clé
pour ce que tu as envie d'ouvrir plus tard, c'est ça qui va être intéressant. C'est peut-être que là, tu ne comprends pas parce qu'à 14 ans, on ne peut pas tout comprendre. Mais l'idée, c'est d'avoir une clé pour avoir le maximum, un multipass pour avoir le maximum de portes ouvertes. Et du coup, quand j'étais à MP, en études, je me suis dit, à ce moment-là, je comprends le sens. Et c'est pour ça que j'ai fini majeure de promo, parce que oui, là, personne ne m'a obligée d'être la première, mais ça a été tellement évident pour moi d'apprendre avec du sens derrière que j'ingurgitais des livres par plaisir, quoi. Et moi, je suis avide de connaissances, j'ai soif de connaissances, j'adore ça, quoi. Et je trouve que l'humain est fascinant. Et je me suis dit, putain, merde, j'ai pas mon bac. Je vais faire comment pour après, pour la suite, alors que je suis que AMP. Et que, mine de rien, le bac ne sert à rien, mais te donne la possibilité de plein de choses. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait des DAU. Donc là, ça existe encore aujourd'hui, ça. Donc là, il y a le DAU-A et le DAU-B. Donc c'est le diplôme d'accès aux entrées universitaires, soit littéraires, soit scientifiques. Et je me suis dit, bon, quand même, je suis plus littéraire que scientifique. Les maths, j'ai quand même un peu de mal. Et je me suis dit, OK, je vais passer le DAU, je vais me présenter. Évidemment parce que du coup, quand tu comprends, en fait, après, tout te semble facile. Donc, j'ai eu mon truc à 16 ou 17, un truc comme ça. Excellent. Et du coup, j'ai eu mon DAU. Et là, je me dis, OK, pourquoi pas prétendre au diplôme d'accès universitaire? Très bien, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire, psychologue. Et du coup, j'ai fait mon entrée au CNED Paris 8 pour commencer un DUG. Maintenant, ça n'existe plus non plus, un DUG, mais un DUG de psycho par correspondance à Paris 8, tout en étant AMP. Je me suis dit, OK, moi, de toute façon, là, en fait, j'avais l'impression que la voie royale, tu vois, le côté où c'est parti, en fait, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Tu t'autorises. Ouais. Et puis, j'apprends pas des choses entre guillemets inutiles, dans le sens où on me demande pas d'apprendre des formules chimiques, alors que là, pour le coup, il n'y a rien à faire. Ou tu vois, j'apprends pas des choses qui me paraissaient pas en cohérence avec ce que j'allais bosser. Et du coup, donc AMP, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'ai décidé de passer mon concours d'AMP et de trouver comment on appelle ça, un patron pour faire mes études, enfin un établissement, voilà, un institut. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je le trouve dans les Hautes-Alpes, hein, là où j'habite, parce qu'il fallait que je coupe avec justement toute la faune et la flore dans laquelle je errais comme ça, de mes 14 à mes 18 ans. Et du coup, je suis partie à Limoges. Je m'étais dit, soit j'avais regardé qui pouvait m'embaucher en contrat d'apprentissage, parce que tout le monde ne le faisait pas, et c'était soit Limoges, soit Le Havre. D'accord. Et je me suis dit, OK, tu plaques tout, de toute façon, tu n'as rien qui te retient. Le copain de l'époque n'était plus le copain de l'époque. Je me casse. Donc, hop, Limoges. Comme ça, au moins, j'étais sortie de cette zone qui était mes potes. Hein, je les adore. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont plus de ce monde. Il y en a beaucoup qui sont toujours en errance. Et il y en a d'autres aussi qui ont retrouvé une voie. Donc, voilà, j'ai souhaité partir pour mieux me construire aussi. Donc, AMP à Limoges. Après, je suis partie du coup à Paris pour faire AMP dans un centre pour des personnes qui étaient malentendantes, parce que j'avais appris la langue des signes aussi. J'ai eu envie. Je me suis dit, quitte à apprendre quelque chose autre que la guitare, le violon ou l'italien, je vais apprendre la langue des signes. Ça me servira dans mon public. Et du coup, j'ai appris la langue des signes. Et puis, du coup, j'ai travaillé avec ce public-là. Donc là, c'est un peu comme quand tu pars en Angleterre pour mieux apprendre la langue. Tu es en immersion totale. Et puis, Paris ne me convenait pas du tout, parce que j'aime pas du tout les grandes villes, même si c'est sympa d'avoir des bains de foule. Et d'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, hein, toutes les deux, en personne. Mais j'aime bien y aller de temps en temps, mais pour y vivre, quand tu es jeune et que tu n'as pas d'argent, tu vis pas à Paris, tu vis à Saint-Denis. Et une jeune de 20 ans à Saint-Denis, quand tu n'es pas de Saint-Denis, c'est exotique. Ouais. C'est exotique. Je travaillais à Bourg-la-Reine, donc j'avais 1h30 de trajet aller-retour. C'était un peu, voilà. Et puis moi, j'étais en DUG de psycho en plus, en même temps que travailler. Je faisais toujours mon DUG de psycho par correspondance. Parce que du coup, j'ai mis 3 ans pour le faire. Les heures que tu devais passer. Ouais, mais quand t'es jeune, t'as pas d'enfant, t'as que ça à faire.
Quand t'as pas d'argent, tu sors pas non plus. Donc, voilà. Et puis, ouais, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et donc, du coup, j'ai quand même quitté Paris parce que l'environnement ne me plaisait pas. Et j'ai travaillé après en hôpital psychiatrique pendant 5 ans dans les montagnes. Et là, je me suis dit, je vais pas m'arrêter là. Donc, j'ai arrêté au niveau du DUG parce que le problème avec le CNED, quand tu fais psycho par correspondance, c'est qu'ensuite, après, tu ne peux pas le faire en bossant parce que tes stages sont imposés et c'est pas des stages payants. Et du coup, je pouvais pas en fait subvenir à mes besoins et du coup, j'ai pas pu continuer le CNED par, enfin, mes études de psycho par correspondance, j'ai pas pu les finir à cause de ça en fait. Donc, je me suis dit que j'allais faire EduxP et j'ai voulu préparer mon concours d'EduxP. Et je me suis dit, pour le préparer, il faut savoir où est-ce que tu vas. Et du coup, pour savoir où est-ce que tu vas passer un concours parce que c'était payant, hein, c'est 100 et quelques euros. Et je me suis dit, tu passes le concours, tu vois ce qu'ils te demandent et tu te mets pendant un an pour travailler, pour voir un petit peu ce qu'ils te demandent. Et comme ça, tu retentes 2-3 concours parce que le concours d'EduxP, il y en a qui le passent pendant 2-3 ans et il y en a qui en passent plusieurs dans plusieurs villes. Et du coup, j'avais dit, OK, quitte à passer un concours, autant profiter de visiter la ville. Qu'est-ce qui m'intéresse? Annecy, c'est pas mal. Aller, la montagne, la ville, ça pourra être l'occasion de faire un petit week-end sur Annecy. Je passe le concours et je l'ai. Donc 16 à l'écrit, 18 à l'oral. Excellent. J'arrête pas de dire Tranquillou bilou. C'est excellent. J'ai 25 ans, tranquillou bilou. J'avais entre guillemets rien préparé, mais je travaillais depuis mes 17 ans. On te demande au concours d'EduxP, du coup, de la culture générale, l'intérêt pour l'autre. Je suis tombée sur un sujet, une dissertation en mode que pensez-vous de l'accompagnement des personnes avec, je crois que c'était le VIH à l'époque, où on en parlait souvent. Donc, c'était un sujet qui revenait beaucoup, VIH ou consommation de cannabis. Comment est-ce que vous accompagnerez les personnes? Et du coup, en fait, j'y suis allée avec ce que j'étais, en fait, en mode, bon, bah voilà, moi, dans mon quotidien et dans mon travail, et puis dans mon infiltration en tant qu'ado, j'avais de l'expérience là-dedans. Et du coup, je me disais, OK, je fais un boubi-boulga de tout ça, et puis je fais thèse, antithèse, synthèse, comme on m'avait appris. Et puis, ben voilà, 16 à l'écrit, 18 à l'oral, c'est passé large, quoi. Et tu es devenue EduxP. Et du coup, je suis devenue EduxP, tout en travaillant, parce qu'encore une fois, quand tu n'as pas d'argent, il faut travailler. Et par contre, ce qui était cool, c'est que l'État m'a payé. En fait, je touchais le chômage. Comment on appelait ça? C'était pas le chômage, c'était. En fait, comme EduxP, c'est un métier sous tension, comme infirmière, tu as tes droits. Et si tu as travaillé, tu as cumulé assez d'heures. Donc, moi, j'avais travaillé plus de 5 ans et tout cumulé. Et du coup, tu as des droits. Et j'avais 900 et quelques euros par mois alors que j'allais à l'école. Et en plus, du coup, je faisais des extras dans un service en errance au CHRS de l'Herminette à Annecy. Je faisais des maraudes la nuit et l'insertion le matin. Donc ça, c'était cool. Mais du coup, oui, c'est un métier sous tension et ça l'est toujours. Hein. Et du coup, quand Pôle emploi, comme infirmière, en fait, c'est des concours où l'État te doit pas de subventionner, comment ça s'appelait? Enfin bon, bref, je ne sais plus. Mais ça existe toujours. C'est que quand tu as assez cumulé, en fait, tu as le droit de prendre un peu de ce que tu as travaillé pour faire ces 3 ans et demi d'études. Voilà. Voilà, EduxP. Et puis après, donc, j'ai été embauchée dans des foyers de vie, dans des foyers occupationnels, donc le côté handicap physique, mental. Et ensuite, j'ai eu un poste, je me suis dit, tiens, ça peut être cool. Il y avait un poste de coordinateur, donc là où tu gères une équipe d'EduxP, de moniteurs éducateurs, d'auxiliaires de vie, d'AMP, enfin voilà. Et je me suis dit qu'avec l'expérience que j'avais, que je pouvais prétendre sans avoir le diplôme, parce que normalement, il fallait un diplôme de cadre. Et j'ai prétendu et j'ai été reçue. Et du coup, parce que ce qu'ils aimaient, c'était cette casquette où j'avais été AMP et ensuite EduxP. Et du coup, ils avaient bien aimé ce côté où j'avais fait du bas de l'échelle à plus haut et que j'allais pouvoir en fait comprendre aussi bien l'auxiliaire de vie qui allait être embauché que l'EduxP qui demandait un peu plus.
et ce qui était vrai en fait. Et puis j'étais une femme de terrain, donc c'était cool. Entre-temps, du coup, j'ai récupéré ma filleule, donc Tiffany, qui est venue vivre à la maison. Et puis, ben, quand tu es cadre socio-éducatif, tu fais plus 70 heures que 35. Quand tu es dans une association, tu te fais plus 1005 que 3000 par mois. Hein. Quand une association, j'étais payée. J'ai fini, tu vois, après 6 ans de cadre, alors que j'avais du coup la fonction 2, hein, puisque du coup, j'ai passé ma VAE. Évidemment, tu t'imagines bien. Et j'ai fini à 1008, alors qu'en tant que cadre, je touchais pareil quand j'étais EduxP. Quand j'étais EduxP en internat, en foyer, je touchais 1008 et j'ai été cadre avec 6 ans d'expérience à la fin quand je suis partie. J'étais à 1008. Donc, Ouais. voilà. Et là, je me suis dit, Macaro, tu travailles énormément, tu donnes énormément, sauf que le temps passe et si tu as envie de construire une famille, 70 heures semaine en étant payé pas grand-chose, ça va pas jouer. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant de reprendre tes études de psy. Donc là, je regarde ce qui se fait, je regarde si la fac de psy pouvait me correspondre à ce moment-là. Eh bien, toujours pas, puisqu'il y a toujours ce côté où quand tu es en Master 1 et Master 2, on te demande en fait d'être ultra disponible. Et ben, moi, financièrement, il fallait que je fasse vivre ma filleule et moi. Donc, j'ai regardé les écoles qui étaient reconnues par l'État. Et je me suis dit, je vais présenter en fait ce qui se fait toujours, un contrat individuel de formation en HTT, donc hors temps de travail, dans le sens où je prétends un CIF, mais je continue à travailler. Et hors temps de travail, ça veut dire que toutes tes RTT, tous tes soirs et tous tes week-ends et toutes tes vacances sont à travailler à l'école. Donc c'est hors temps de travail, CIF, HTT. Et là, du coup, l'État te subventionne tes études. Donc l'école, elle coûtait 16 000 et quelques euros. Donc l'école, elle te paye tout, que si tu continues à bosser et que ça soit une école reconnue, évidemment, floquée, ministère de la Santé, Éducation nationale. Et donc l'IEPA, l'Institut européen de psychologie appliquée, est reconnue par l'État. Elle a un code NAF et une RNCP, comme on dit, un registre national des certifications professionnelles. Et je me suis dit, OK, je tente le CIF HTT. Je l'ai présenté deux fois. Je crois qu'on a le droit de le présenter tous les 6 mois, en fait. Tous les 6 mois, on me disait non. Je dis, OK, je redemande. 6 mois plus tard, non. Pas grave, je redemande. Et on n'a pas le droit de te le refuser plus de 3 fois. Donc, bah, écoute. Ah, faire des dossiers, moi, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tu veux me faire chier, moi, je suis un coin et demi, une dent toute la gueule, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. Je suis endurante, tu vois, je suis patiente. On me dit qu'au bout de 3 fois, alors tu sais, c'est des gros dossiers, hein, Eh ben oui. mais en fait, c'est pour décourager aussi les gens, quoi. Et au bout de 3 fois, ben, tu auras 3 dossiers, en fait. Tu vois. Et Et du coup, j'ai repris mes études en psy. Et j'ai fait cette reconversion, enfin cette évolution pendant 4 ans et demi, où j'ai fait mon cadre et psycho. Et du coup, en 2015, je crois, j'ai été diplômée en psychologie, psychoanalyse clinicienne. Et me voici dans une maison de santé, là, aujourd'hui, tu vois, c'est mon cabinet. Et voilà, et j'en suis pas à mon premier cabinet, parce que j'en ai eu 3. Et voilà. Et j'ai 41 ans. je bois tes paroles. Je pense que c'est l'une des premières interviews où je ne dis rien. Pourquoi? Et Parce qu'en plus, je parle que, beaucoup. mais non, mais c'est pertinent. Tu devances en fait les questions que j'allais te poser. Tu en parles directement. Et toutes ces prises de conscience que tu as eues, ces rencontres qui t'ont permis de prendre conscience justement de tes forces. Parce que justement, une des questions que je pose, c'est quand est-ce que tu as pris conscience de tes forces et de tes talents et de tes compétences en fait? Ben, tu vois, c'est ce que je te dis. Je pense la rencontre d'Isilde, qui est orthophoniste. Enfin, maintenant, elle est bientôt à la retraite, et qui me disait, mais c'est du gâchis si tu, si tu te dis que tu vas rester à faire des petits boulots ici et là et faire des extras et faire du saison. Tu vois, le côté saisonnier, à 40 ans, tu vas te réveiller et tu vas te dire, OK, j'ai 40 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie?
tu vois. Alors oui, il y en a, hein, et il y en a qui le vivent très bien, et tant mieux. Et ça, enfin, tout va très très bien. Sauf que c'était pas ma destinée. C'était pas ma destinée, et je pense que cette rencontre-là, quand j'avais du coup 17-19 ans, tu vois, a fait que j'ai compris que je n'étais pas destinée à ça, et que je pouvais et voulais plus, en tout cas différemment, quoi. Mais heureusement que j'ai eu ces deux belles personnes aussi sur mon chemin, tu vois, qui, euh, qui m'ont boosté dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Et après, ça a été un engrenage, un enchaînement de choses, de rencontres, comme tu dis, de richesse de public. Parce que quand tu es AMP ou EduxP, tu rencontres énormément un public en demande, mais aussi, moi j'ai fait 18 ans d'établissement avec du coup beaucoup de médecins, des kinés, tu as tous les corps de métier, tu vois, tu as des psychologues, des psychiatres. En fait, pendant 18 ans, j'ai été immergée dans le côté terrain, dans le côté pratique avec les personnes. Je pouvais changer les protections de personnes âgées comme de personnes handicapées. C'est pas le plus beau du boulot, mais c'est le plus riche humainement parce que tu rencontres le corps de l'autre, l'humain, tu rencontres la vie de l'autre, tu parles, tu échanges, tu as des leçons de vie qui te mettent des claques dans la gueule, quoi. C'est vraiment ça, tu as des grosses claques dans la gueule. Et quand j'ai travaillé en errance avec les gars de la rue, comme je dis, hein, avec les personnes en errance, là, tu te dis, mais peut-être si je n'avais pas rencontré les deux bonnes personnes, j'aurais pu, en fait, être avec ces personnes-là, à faire la manche. Moi, à 15-16 ans, je faisais, mais vraiment, hein, avec les potes, on jouait de la musique, la guitare, en haut des remparts à Briançon, où les touristes passaient et on gagnait 3 francs 6 sous pour aller se boire notre bière à la fin. Alors non, on n'était pas à la rue, on avait 15-16 ans, on avait des parents. Mais après c'était une autre époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu en vois moins, hein, des personnes comme ça. C'est soit tu es en errance, mais des ados qui jonglent et qui font de la guitare en fumant des pétards, soyons clairs. C'est ce que mes mercredis après-midi et mes samedis étaient voués à l'époque. Eh bien, j'aurais pu en fait mal finir aussi et ne pas sortir en fait de cette spirale-là. Parce que du coup, ça remonte aux années 90, hein, c'est 1990-1995, et c'était ça, c'était ça. Donc, tu vois, tu as cette prise de conscience aussi que quand tu travailles avec ce public-là, tu te dis, oh, putain, en fait, là, j'ai 10 ans de plus, j'avais 25 ans à l'époque, ça aurait pu être moi si je n'avais pas rencontré les bonnes personnes. Alors, je pense que ma force de vie ne m'aurait jamais entraînée jusqu'à là, parce que du coup, j'ai ma force de vie qui est plus de l'inné que de l'acquis. D'accord. Euh, Quand tu... et ça, tu vois, j'en ai parlé à ma psy hier quand j'étais en rendez-vous. Et je me disais, oui, il y a le côté résilient. Tu sais, le côté ce qui ne te tue pas te rend plus fort. OK. Mais il y a aussi quelque chose qui m'appartient et que je pense qui est inné en moi, où depuis ma naissance, je suis dans ce combat et dans cette volonté de vivre. J'ai des pulsions de vie qui sont, tu vois, quand on travaille en psychologie, tu as vraiment pulsion de vie, pulsion de mort. C'est très, c'est très, comment dire, proche, hein. Tu frôles. C'est une très fine membrane, je dirais, pulsion de vie, pulsion de mort. Mais je suis beaucoup plus dans cette pulsion de vie-là. Par contre, j'ai approché, en fait, pour me sentir en vie, j'ai eu besoin aussi d'être dans ce côté dark et ce côté ombre-là. Et ça, aujourd'hui, je peux en parler sans pleurer. Je peux en parler librement parce que j'ai plus rien à prouver. J'ai pas de légitimité à avoir, à prendre, tu vois. J'ai 23 ans de boulot, 24 ans de métier. Si on me dit t'es pas assez, c'est que tu t'intéresses pas. Va voir ailleurs. J'ai plus rien à prouver, tu vois. Je ne recherche pas une légitimité. Alors qu'avant, j'avais besoin d'être dans cette reconnaissance-là, comme la petite fille que j'étais entre mes 0 et mes 14 ans, où il a fallu que je sois dans cette reconnaissance de ma famille. Eh bien, j'ai eu une époque où j'ai eu besoin d'une reconnaissance de mes pères, PAIRS, parce que du coup, on a besoin, en fait, on a cette tendance-là à aller chercher. Aujourd'hui, alors oui, évidemment, tu as ce côté où, évidemment, tu vas avoir ce besoin d'appartenance. Mhm. Mais ce n'est plus un besoin d'attachement, tu vois.
C'est un besoin d'appartenance, évidemment. On fait des belles rencontres, c'est intéressant. Tu fais partie d'un groupe, d'une famille que tu te crées. Et tout ça, c'est beau, en fait. C'est intéressant. Mais c'est plus, je vais dire, viscéral. Tu vois? Aujourd'hui, j'aime la solitude. Avant, je ne la supportais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime? Le calme et la sérénité. Avant, il fallait toujours que ça bouge et il fallait toujours que je sois entourée. Aujourd'hui, si je peux avoir une journée chez moi, dans mes montagnes, avec juste les oiseaux, mais qu'est-ce que je suis heureuse, tu vois? Je vais plus rechercher autant qu'avant. Ou je vais chercher différemment, Différemment. tu vois? On va être là-dedans, quoi. Ouais, Caro. Et une des dernières questions, Caro. Hum. Pour les gamins, les gamines qui rencontrent des difficultés scolaires, des obstacles scolaires, qui sont peut-être dans la même situation que toi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil justement pour qu'ils croient en leur avenir? Alors, il y a deux choses qui me viennent. Il y a une phrase et une position. La phrase, c'est celle que je dis souvent à ma fille, donc parce que j'ai deux enfants en bas âge, 6 ans et 2 ans. Et à Toscane, je lui dis, et à Raphaël aussi, mais bon, il a 2 ans, donc il est un peu plus, il est pépouze là, hein, c'est l'omnipotence hein, pour lui. Rien ne l'inquiète. À Toscane, je lui dis toujours, il y a toujours une solution. Je fais, maman, elle a toujours, elle me répond, une solution. Mais c'est ça, en fait, quoi qu'il se passe, il y a toujours une solution dans le sens où c'est peut-être pas, moi tu vois, c'est pas le chemin le plus facile. Non, j'ai pas fait le bac, les études de fac et j'ai pas eu mon cabinet à 22 ans, 23 ans à la sortie de l'école. Non. Par contre, eh bien, tout le chemin fait que je suis la professionnelle que je suis aujourd'hui et je peux en toute humilité venir chercher et maximum de personnes dans différentes profils, je dirais, tu vois. Et ça fait une richesse supplémentaire. Je dis absolument pas qu'à 23 ans, tu n'es pas une bonne psy. Je te dis juste que tu n'as pas la qualité de la vie, de l'apprentissage, de tes propres apprentissages, et que ça reste de la théorie que tu vas travailler et tu vas accompagner ces personnes-là. Et c'est très bien. Et les personnes qui vont avoir 23, 25 ans en cabinet, c'est très bien. Ça reste des jeunes psys avec de la théorie qui va s'enrichir au fur et à mesure de la pratique. Et il en faut, et c'est très bien. Mais voilà, tout a une solution. Et peut-être que ce chemin-là, tu sais, dans Alice au pays des merveilles, tu as les deux chemins-là. Et tout n'est que choix. Mais dans un chemin, il y a toujours une fin, une suite. Je ne sais pas si tu connais le film Mister Nobody. Ah, ça me parle. Il Oui, faut oui, oui, vraiment le regarder. c'est ce Et petit garçon avec... petit Oui, garçon, les parents se séparent. S'il choisit papa, sa vie devient comme ça. S'il choisit maman, sa vie devient comme ça. Et c'est un film un peu de science-fiction parce que on est en 2096, un truc comme ça, et c'est le dernier vivant, on va dire de manière vraie. Sinon, les autres, ils sont sous cachet, ou enfin, c'est le fait de 2096, qu'est-ce qu'on fait de notre corps et de la science. Enfin bon, bref, il y a le côté un peu science-fiction dans ce film, mais il y a ce côté très intéressant sur le choix. Et en fait, à un moment donné dans le film, il dit qu'il n'y a pas de bon choix, il y a celui qu'on fait et on sera tous à la fin, à la même fin où on va mourir. La chose que l'on a tous en commun, c'est qu'on va tous aux toilettes et qu'on va tous crever. Et qu'on soit riche ou pauvre, on va tous aux toilettes le matin et le soir et on va tous crever. Et c'est ce qui nous rassemble, quoi. Voilà. Donc, de toute manière, on y va. C'est comme ça. Ça, on est égaux par rapport à ça. Donc après, savoir ce que toi, tu vas choisir comme chemin ou qu'on va être dans ce non-choix parce que une famille difficile, parce que on va dire, des capacités ou des compétences qui sont plus difficiles que d'autres, parce que ce n'est pas vrai, on ne naît pas tous égaux, ce n'est pas vrai. On a des facilités, il y en a qui ont plus de facilité pour
un côté comme de l'autre. Comme je disais, moi, scientifique, j'y étais pas du tout, j'étais plus littéraire. Eh bien, je pense qu'il faut surtout aller dans quelque chose qui va nous faire vivre et nous va faire impulser de la vie et du plaisir. Si le travail est difficile parce que apprendre te semble compliqué, à ce moment-là, va dans la création. Dans la création, il y a plein de métiers de la création. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on peut faire énormément de choses. Il y en a qui sont mauvais à l'école, j'aime pas ça parce que c'est pas l'idée, mais je réduis pour parler Bien un peu sûr. plus de manière simple, et qui sont excellents et qui manipuleraient l'ordinateur beaucoup mieux que moi. Moi, devant Internet, je panique. Donc, chacun a ses compétences. Et même, tu vois, moi qui ai travaillé avec des personnes handicapées, où on était en ESAT, donc en ESAT, c'est le travail à la chaîne, euh, chacun a ses compétences, chacun a son sixième sens, chacun va avoir une appétence pour certaines choses. Il faut juste aller la trouver ou avoir quelqu'un sur ton chemin qui va te dire, mais regarde, là, t'es bon. Tu vois, quand il y en a en cabinet qui me dit, je suis bonne à rien, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et alors, l'exemple est peut-être très simpliste, mais je dis si, déjà, tu as réussi à marcher. T'es tombé combien de fois? Alors, c'est un exemple que les Bien coachs et les sûr. psys reprennent souvent, mais il est très parlant. Ça peut paraître basique, mais il est parlant. C'est que moi, Raphaël, tu vois, il a 20 mois, il est tombé X fois, il a chialé X fois, tu tombes sur le cul, tu te relèves. Aujourd'hui, tu tombes sur le cul une fois, tu pleures à ta mère pendant 3 jours et tu dis non, la fin du monde. C'est vrai. Ben non, relève-toi, quoi. Demain, il fait jour et t'as 2 bras, t'as 2 jambes, tu souris, quoi. Tu vois, voilà, on est vraiment dans ce côté où va chercher l'impulsion. Si t'aimes bien dessiner, dessine. Si t'aimes bien écrire, écris. Euh, il y a de la magie en toi, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Et après, au niveau de la position, et ça, je pense que c'est important, c'est que ça me fait écho avec ce que je te disais quand à 15-16 ans, on était avec mes potes dans la rue à jouer de la guitare et à jongler. Euh, on était, et ça, je l'ai retrouvé quand je travaillais avec un public en errance, tu vois, tu es dans une position assise, mais pas fière. Tu es le menton replié, tu es courbé. T'es pas fier de toi. Faut arrêter de penser que les gens sont dans la provocation. Oui, ils sont marginaux. Oui, ils sont grimés avec des multi-piercings. J'en avais 5 sur la figure. Ils ne se voient plus. Je ne les ai plus. Je les ai retirés. Mais entre la langue, le nez, toutes mes oreilles, et puis je sais plus comment on appelle celui-là. Tiens, j'en avais 5 sur la figure de piercing. Et pour autant, c'est pas ce côté, c'est rigolo quand on en parle, hein, mais parce qu'aujourd'hui tu me vois comme ça, tu te dis c'est pas possible. Mais même moi, des fois, je me dis c'est pas possible. Je les ai remplacés par les tatouages après. Euh, mais à côté de ça, voilà, ce grimage, il est plus fait pour repousser que pour provoquer. Il est fait justement pour que tu viennes pas vers moi. Il est fait pas pour montrer. Alors oui, il y a ce côté identité marqué qu'on n'est pas d'accord et que voilà, mes tatouages aujourd'hui, ça va être plus dans ce côté ancré symboliquement plusieurs étapes de la vie. Mais euh, tu vois, quand je me rappelle un gars de la rue ou que à qui je faisais la crête tous les matins. Il avait du coup rasé à blanc, il avait une crête verte et du coup le matin j'aimais bien lui mettre son gel et du coup c'était une relation qu'on avait entre nous et c'est un gars qui maintenant a un appart et qui vit avec sa femme et qui a 3 enfants. Alors ils ont toujours 6 chiens mais ils ont un appartement, tu vois. Et bon, bref, donc les deux étaient à la rue à ce moment-là. Et bon, bref, c'était un superbe accompagnement, ce couple-là. Et, euh, et tu vois, cette position, du coup, de recourber, de replier, en fait, si déjà l'ado qui nous écoute et qui te suit, puisque tu travailles beaucoup avec les adolescents et les parents, si on peut apprendre déjà à se positionner avec une posture de corps où alors, la fierté, c'est déjà une grande étape, hein, on est déjà dans un objectif. Mais si on peut avoir des épaules où on va être dans peut-être l'excès, mais que le menton soit droit, voire un peu dans cette exagération-là, et regarder la vie plutôt que de la subir, tu vois. Que tu sois dans ce déploiement de regard de vie et dire, OK, je peux m'en prendre en pleine face. Parce que quand tu es comme ça, tu t'en prends plein la face. Quand tu es comme ça, tu reçois, tu subis, mais tu te protèges aussi. Que quand tu es comme ça, ok, il faut, ça demande une certaine force aussi. Sauf que c'est comme ça que tu vas aussi accueillir le bon.
tu vas accueillir le mauvais, tu vas accueillir les reproches, tu vas accueillir les coups, tu vas accueillir les personnes qui vont t'humilier aussi, tu vois, ce côté où tu es à la rue, assis par terre, à faire le con, ok? Mais je suis prêt, j'accepte, et peut-être que dans toutes ces personnes-là, il y a une personne qui va sourire et qui va me sourire et qui va avoir gagné la journée. Tu vois, ça me fait penser quand Toscane avait 2 ans et demi. Nous, dans nos montagnes, il y a très peu de personnes errantes parce qu'il fait trop froid l'hiver. Et que souvent, l'été, il y en a, parce que du coup, c'est une plate tournante, on va dire, hein, où il va y avoir des gens de passage, de gars ou de femmes qui vont être dans ce voyage. Mais des sédentaires, des gens, des SDF, il y en a peu parce qu'il fait trop froid. Hein. On est à moins 18, moins 20. Donc, Oui. on n'est pas comme à Paris ou dans des grandes villes ou même dans des moins grandes villes, mais et du coup, on allait chez mes parents à 2 ans et demi. Du coup, on est allé à Dijon. On s'est arrêté parce que mes parents habitent loin. On avait fait une halte à Dijon. Et à Dijon, il y a des chemins, il y a des rues piétonnes. Et du coup, il y avait un gars qui était assis par terre avec son chien, avec un panneau. Et Toscane, à 2 ans et demi, n'avait jamais vu ou n'a jamais pris conscience d'une personne assise par terre. Enfin, nous, on a une toute petite ville en montagne, comme je te dis, c'est pas ce qui court les rues. Et du coup, elle me tenait pas la main. On était sur la route piétonne et du coup, ça risquait rien. Donc, elle était en mode, je marche à 2 ans et demi, quoi, dans la rue. Et elle va vers ce monsieur. Je te jure que c'est vrai. Hein, elle va vers ce monsieur. Elle lui prend la main et elle lui dit, lève-toi, pipi de chat, pipi de chien par terre. On s'assoit pas par terre. Donc, exactement moi, ce que je lui disais en mode, t'assois pas par terre, c'est sale. Quand tu as 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, quand tu éduques ton enfant. Et là, en fait, elle a vu un gars par terre et elle s'est dit, mais ça va pas. Et elle est allée vers lui, elle lui a pris la main, elle lui a dit, faut pas s'asseoir par terre, pipi de chat, pipi de chien. Et du coup, donc je suis allée voir le monsieur, on a papoté, je lui ai payé un café à emporter. Et il m'a dit, mais tu peux pas savoir comment ta fille, avec son sourire, ses cheveux blonds, ses bouclettes, ça fait ma journée, quoi. Alors qu'il était moche dans le sens où il était sale, il était voilà, il était repoussant, tu vois ce que je veux dire? Et elle, non, on ne s'assoit pas par terre. Maman, elle dit qu'il ne faut pas s'asseoir par terre. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est ça. Donc, il y a toujours une solution. On va tous au même endroit. Qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit dans une famille adoptée, recueillie, une famille aisée où tout va bien. Voilà. On a tous la même fin. Et la position où accepte de te prendre et parce que tu vas aussi recevoir et accueillir. Même si ce n'est pas toujours facile de prendre. Voilà. Merci infiniment, Caro. Franchement, au début de ce live, je parlais de pépites. Des pépites. Ton parcours, ton authenticité, vraiment, c'est sincère, tu contribues, vraiment. Merci infiniment d'avoir partagé, d'avoir ouvert ton cœur, parce que pour moi, ce sont ces témoignages qui sont inspirants et permettent d'apaiser, surtout de croire qu'ils croient en eux, et les parents pour qu'ils comprennent que on les accompagne comme on peut, et comme tu dis, il y a des choix. Oui. Ils vont pouvoir grandir. Et les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont comme possibilité aussi. Et comme ce qu'on leur a donné aussi. Dans le sens où aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose aussi d'apaisé, où je me dis, ok, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. D'autres, comme je te dis, on leur paye des études, pas moi. Ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont. Et si aujourd'hui ils sont en vie et que je suis en vie, c'est qu'ils ont fait les choix qu'il fallait aussi. Même si parfois, il y a certains choix où tu te dis, moi maintenant en tant que parent, je comprends pas trop les leurs. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Exact. Et je pense que mes enfants me diront, quand ils auront mon âge, en disant, ouais, mais là, ça, j'ai pas été d'accord, ça, pourquoi tu as fait ça? De toute façon, c'est ingrat un moment. Hein. Donc, tu fais jamais assez bien. Hein. Mais je fais, en tout cas, aujourd'hui, j'œuvre en tant que maman aussi, avec ce que je peux. Et oui, je suis pas parfaite, loin de là.
Et il y a plein de choses où quand on dit éducation bienveillante, et je fais un maximum, mais il y a des fois où ben, on en vient après une journée de boulot avec plein de trucs. Et puis Bien ben, sûr. si c'est... voilà, s'il y a des fois où... Le plus important, en fait, c'est que si on, on va hors ligne, c'est qu'on sache, qu'on en reparle, qu'on le voit et qu'on en prenne conscience. Et déjà ça veut dire qu'on est dans une démarche d'amélioration. Moi, quand il y a des fois où je dis, mais faites tous chier, foutez-moi la paix, il n'y a rien de bienveillant. Mais bah, il y a des moments aussi où c'est plus possible. Et à côté de ça, je les couvre d'amour et tout va bien. Et il n'y a pas du tout de maltraitance. Mais on a le droit, en fait, aussi. On a le droit si après, on remet du sens dans ce qui se passe. Et le fait d'être imparfait nous permet aussi aux enfants d'être imparfaits. Et de ne Exact. pas mettre la barre trop haut aussi, parce que la perfection, elle n'existe pas. Et ça, je pense que c'est important. Merci infiniment. Il y avait une petite question, alors une question tout court. Combien de temps ont fait tes études? Alors, lesquels? Parce qu'en gros, j'ai bac plus 5 sans avoir eu le bac. Hein, mais, Ouais, j'imagine au niveau psy. Alors, ben, j'ai fait 2 ans MP, 3 ans EduxP et 4 ans et demi psy. Ok. Voilà. Et 23 ans d'études. Enfin, 20 d'études, tu vois, le lapsus. Et 23 ans de terrain, de pratique. Ouais, 23 ans, avec sur 23 ans, 15 jours de chômage, entre guillemets. Dans le sens où j'avais plus de boulot, 15 jours sur 23 ans. J'ai toujours bossé. excellent. En tout cas, merci beaucoup à nouveau. C'est à toi de m'avoir invité. On- Et au moins, ça sert au moins ça, les réseaux. ouais, Parce qu'il y a des fois où je me demande, où je me dis, mon Dieu, vers où on va? ouais, Vers où on va dans l'absurdité de certaines choses qui vont se diffuser. Et quand il y a des gens comme toi qui me demandent si je peux intervenir, je peux faire une interview, je peux faire un live, ou même il y a des petits comptes qui me disent, mon Dieu, j'ai un petit compte, mais est-ce que tu veux bien? En fait, j'en ai rien à faire. Je veux juste diffuser quelque chose de positif ouais. dans des fois toute cette masse où on s'y retrouve pas et on est facilement perdu dans cette absurdité aussi où on va danser la Macarena dans des réels pour faire apparaître des mots. Et j'ai de plus en plus de mal à ça. C'est peut-être parce que c'est pas mon époque. Je Ouais. laisse faire ça aux autres. Il y en a qui le font très bien et que j'aime beaucoup regarder, mais il y a aussi beaucoup de d'errance, Mhm. d'errance de réseau, vraiment. Et ça n'aide pas les jeunes. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Et je pense que c'est intéressant d'avoir ce côté diversi. Enfin, tu vois, qu'on se divertit. C'est important de se divertir. Mais il faut apprendre à en laisser. Il faut surtout être critique. C'est un peu, tu sais, comme moi, à 19 ans, là, c'était le début Secret Story. Bon, moi, j'avais 19 ans quand Secret Story a commencé. Où du coup, il y a eu toute cette vague-là des influenceurs, des anges de la réalité, Love Story après, Secret Story, enfin, tu vois. Et tu te dis, OK, moi, ça me faisait du bien de le regarder parce qu'après, tu as ton regard critique derrière, qu'est-ce que tu en fais? Mais il faut pas, enfin, voilà, faut prendre du recul devant tout ça aussi. Et je pense que aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est, il y a 20 ans, on assistait aussi avec cette émergence-là des personnes qui vont un peu sortir du lot. Et je pense que le tout, c'est de le regarder. C'est pas le problème de ne pas le regarder, mais il faut en discuter avec ses parents. Il faut avoir un regard critique en disant, OK, c'est une minorité, il y en a 10 dans une maison, là. On est 6 millions, OK? Donc, ces 10-là, c'est une minorité, même s'ils se veulent représenter la société dans laquelle nous sommes, avec la fille blonde, la fille brune, celui qui est intelligent, celui qui est gentil, celui le bon copain. Et on est là pour tous se retrouver. Donc, ça parle à tout le monde. Sauf que du coup, c'est une minorité et il faut prendre du recul par rapport à ces émissions et aussi du coup maintenant à ces réseaux parce que les émissions ont un peu perdu la popularité, mais les réseaux viennent prendre la relève Ouais, et ça peut être dangereux. ouais, ça l'est, bien sûr. Surtout parler à vos enfants et parler leur langue aussi, même si c'est plein de gros mots, on s'en fout. Même si c'est à l'envers et que vous êtes une vieille daronne, on s'en fout. Parlez, parlez à vos mômes. Très beau mot de la fin.
Merci beaucoup. Je te souhaite vraiment une très très belle journée. Je sais qu'elle va durer jusqu'à 16h22, 22h. ouais, avec ton atelier. Atelier dans lequel j'ai eu la chance d'y assister. Tu es voilà quelqu'un qui transmet, qui est voilà passionné, passionnante, engagé, qui engage les gens. Mais merci infiniment. Merci à toi de m'avoir invité et pour cette confiance. Je te souhaite une très belle continuation. Merci, toi aussi. À tout à Allez, l'heure. à tout à l'heure. Et là, une question, comment on s'inscrit à ton atelier? Ah, c'est dans mon lien, dans ma bio. Exactement. En fait, quand vous allez sur mon Insta, vous avez le déroulé sur ma bio et vous regardez. Ah oui, comment on s'inscrit? Bah, viens dans ma bio. C'est le laboratoire #7 couple et célibat Mhm. à 19h45 jusqu'à la lune. Ok, oui. Bye. Un gros bisou. Gros bisous à toi aussi. Merci pour tout.